Bien, chère Gloire, chers intervenants, il est 10 heures, heure de Kinshasa, à ma montre. Je propose de démarrer le webinaire. Qu'en penses-tu, Gloire? Oui, Alexandra, je suis tout à fait d'accord. On peut commencer avec notre webinaire de ce jour. Génial. Chers participants, chers intervenants, bienvenue à ce webinaire qui est le troisième d'une série de webinaires initiés par le FPM et qui portera sur la gestion des risques financiers au lendemain de la crise Covid-19. Sans plus tarder, je vous propose de présenter tout d'abord l'hôte qui nous fait l'honneur de nous proposer cette plateforme de choix, mais également les intervenants. S'agissant de l'hôte, nous avons le FPM, qui est un fonds qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. Il vise à soutenir la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable en appuyant techniquement et financièrement les institutions financières qui ciblent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises et des populations actives à faible revenu. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 en tant qu'association sans but lucratif de droit congolais. Et en 2014, le FPM-SA a été créé pour assurer également le refinancement des institutions financières en République démocratique du Congo. Nous avons donc ces deux véhicules sœurs qui sont deux entités depuis lors complémentaires. On a d'une part le FPM ASBL qui apporte une assistance technique et aux institutions financières, et d'autre part le FPM-SA qui est dédié au refinancement des institutions financières. À présent, je vais présenter chaque intervenant afin que vous puissiez savoir qui sont les personnes qui se cachent derrière finalement ces personnes qui vont animer les débats aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Esther Micheng, diplômée de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas et de l'Université de Mans en Belgique. Esther est titulaire d'un master en économie d'entreprise et d'un master en sciences de gestion dans la spécialisation et le contrôle de gestion dans le secteur des assurances. Esther a plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le secteur financier. Après un début de carrière à la Banque nationale hollandaise comme analyste financière des compagnies d'assurance et auditeur interne, elle a occupé également plusieurs fonctions dans le secteur financier en Belgique. Forte de cette expérience, elle crée le cabinet Crédassure and Consulting en 2017 pour accompagner justement les institutions financières dans plusieurs domaines, dont la gestion des risques, l'audit et le renforcement des capacités des agents du secteur. Bonjour Esther et merci d'être parmi nous. Bonjour Alexandra. Ensuite, nous avons Hugues Bonche. Diplômé de l'Université protestante de Kinshasa en République démocratique du Congo et de la Frankfurt School of Finance and Management en Allemagne, Hugues est titulaire d'un master en finance, banque et assurance et de diverses spécialisations dans les domaines du leadership et du management. Hugues justifie de plus de 11 années d'expérience dans le secteur bancaire où il a occupé plusieurs fonctions de direction, dont principalement responsable du département gestion des risques, responsable du département finance et directeur général adjoint au sein d'Equity Bank Congo. Professionnel solide du développement des entreprises, il occupe depuis ce 1er septembre 2020 la fonction de directeur général de Baobab Bank Madagascar, filiale du groupe Baobab. Heureuse de t'avoir parmi nous et bienvenue Hugues. Merci Alexandra. Enfin, nous avons Philippe Sigwart. Philippe est titulaire d'un MBA en économie de l'Université de Saint-Gall en Suisse
et d'un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Il dispose d'une riche expérience internationale. Il a débuté sa carrière au sein du Russia Small Business Fund de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Puis, il a occupé des postes de direction en Europe de l'Est et en République démocratique du Congo avec le groupe ProCredit, basé à Francfort en Allemagne, pour ensuite travailler en tant que directeur de groupe pour les services bancaires aux PME chez Equity Bank Group à Nairobi. Philippe est le PDG du groupe Baobab, un groupe de finances présent dans 9 pays sur le continent africain, mais également en Chine. Ravi de t'avoir parmi nous et bienvenue Philippe. Merci beaucoup Alexandra. À côté de ces intervenants, j'aurai le plaisir de co-modérer ce webinaire avec un représentant du FPM, Gloire Lumbaya. Mais qui est Gloire? Gloire est détenteur d'une licence en microfinance, d'une certification d'expert en gestion de risque de la Francfort School et en cours de certification de HEC Paris en finance des entreprises. Il justifie de près de 10 ans d'expérience en finance inclusive, dont 3 ans et demi en tant que gestionnaire des risques financiers de ProCredit Bank, puis chargé du reporting au MS et contrôle du budget de la même banque. Et près de 6 ans en tant que project manager du FPM ASBL, où il a évalué près de 20 institutions. À ce jour, il est responsable de tous les projets du FPM ASBL relatifs à la gestion des risques, la gouvernance, la transformation institutionnelle, la réorganisation institutionnelle, la stratégie, la finance et le système d'information de gestion. Merci de co-modérer avec moi et bienvenue Gloire. Merci Alexandra. Sans plus tarder, nous allons revenir sur quelques incontournables. Les habitués de cette plateforme savent que nous allons vous encourager à maintenir votre micro coupé, à poser vos questions dans l'onglet de l'outil où il est marqué Q et R. Il serait bon peut-être de préciser à qui vous adressez vos questions, à quel intervenant. Et enfin, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, mais également vos avis dans le chat. Nous allons y répondre. Sans plus tarder, je vous présente l'agenda. Nous aurons globalement, on va dire, 4 moments forts. Tout d'abord, l'exposé de nos intervenants, un moment dédié à vos questions pour vous apporter des réponses. Ensuite, nous prendrons votre avis sur le webinaire et alors je laisserai la parole au FPM par le biais de Gloire pour conclure avant de vous annoncer la surprise qui est prévue dans les prochaines semaines. C'est le moment des exposés. Nous démarrons. Alors, chers participants, Esther a une question pour vous. Esther me demande de vous demander quelle est, selon vous, la mesure la plus importante à prendre par le régulateur pour garantir la solidité financière des institutions financières. Alors, pour y répondre, nous allons afficher le sondage et nous vous laissons parcourir les 3 propositions de réponse que propose Esther. Ah, il y a déjà des réponses. Ouh là là, je ne dis plus rien, je vous sens motivé. Allez-y. Donc, je vois qu'on a déjà 6% de personnes qui répondent. Les autres, n'hésitez pas, car Esther a vraiment envie de situer votre approche, de comprendre comment vous voyez les choses, afin de pouvoir apporter par son exposé à elle des clés ou peut-être finalement des trucs et astuces qui pourront vous aider. Alors Esther, sache qu'il y a une tendance qui est peu à peu en train de se dessiner, mais je laisse les intervenants continuer à répondre. Très bien. Encore 1 minute. 30% de personnes ont déjà répondu. Ça continue de monter. Super. Nous sommes à 40% de vote. Encore quelques secondes. Pour les indécis ou ceux qui se posent encore des questions, allez-y, choisissez une des options. Dans tous les cas, nous sommes là pour aborder
cette thématique. Donc, parfait, 60%. Plus que 30 secondes. Je vois dans tous les cas qu'il y a déjà une tendance qui est en train de se dessiner. Donc, je vais peu à peu vous proposer de mettre fin au vote. Nous finissons, nous clôturons. Il y a encore des gens qui votent, oulala. Allez, j'accorde encore 10 secondes, comme ça je suis correcte par rapport à ce que j'ai annoncé. Très bien. Impeccable. Alors, Esther, les participants pensent que la mesure la plus importante, c'est le fait que les institutions financières doivent vérifier les dispositifs de gestion des risques de crédit pour se conformer aux normes prudentielles. Alors, sans plus tarder, Esther, cadre réglementaire, quels sont selon toi les dispositifs qui existent? Comment les textes permettent aux institutions de faire une bonne gestion de risque? La parole est à toi. Vas-y Esther, on a hâte de t'écouter. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Pour la réponse à ma question concernant les sondages, vous aurez directement des réponses par ma présentation. Je vais directement commencer. Donc, les cadres réglementaires ont été mis en place pour garantir la solidité financière des banques afin de résister aux chocs extérieurs et absorber les pertes. Je vais directement aller vers l'historique des crises antérieures. Qu'est-ce qui a poussé les régulateurs à mettre en place les dispositifs prudentiels, donc les cadres réglementaires? Donc, nous avons la faillite de la banque Erste en 1974. Il y avait eu la crise dans les marchés d'échange qui a incité, qui a motivé les régulateurs à mettre en place les dispositifs prudentiels BAL 1. Le but était d'imposer aux banques d'avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir absorber les pertes. Mais malheureusement, BAL 1 a présenté des limites qui ont poussé les régulateurs à mettre en place, à penser à une nouvelle réforme qui est BAL 2. Et ceci s'est concrétisé à la crise mexicaine en 1994. Il y a eu la dévaluation du peso qui a entraîné les retraits massifs des capitaux étrangers, des dépôts étrangers, et c'est ce qui a créé la crise dans les marchés mexicains. Cette crise a incité les régulateurs à prendre des mesures plus solides pour éviter que cette situation se répète. On est bien conscient qu'avec la crise mexicaine, les risques de marché n'étaient pas pris en compte. Donc, c'était la limite de BAL 1. Donc, dans BAL 1, on n'avait pas pris en compte les risques de marché, les risques opérationnels. Il y a juste les risques de crédit qui étaient couverts par les fonds propres. Ensuite, à chaque crise, les régulateurs ont essayé de renforcer les cadres réglementaires. Avec la crise des suprêmes, ils se sont rendus compte que BAL 2 avait aussi des limites. La notion de liquidité n'était pas prise en compte. Et nous l'avons vécu avec la crise des suprêmes où on s'est rendu compte que les fonds propres étaient limites pour couvrir. Donc, l'ampleur du besoin était énorme. Alors, c'est ce qui a poussé les régulateurs à mettre en place BAL 3. Et alors, donc voilà. BAL 3, donc je vais vous parler du cadre réglementaire BAL 3. Donc, la réglementation actuelle est BAL 3. Donc, BAL 3 a renforcé la solidité des fonds propres en introduisant des coussins de fonds propres contracycliques, des coussins de conservation des fonds propres et des coussins systémiques. Sûrement que vous allez vous poser la question, c'est quoi des coussins contracycliques? En fait, les coussins contracycliques sont des coussins, donc des fonds propres complémentaires qui ont été conçus pour permettre aux banques de résister aux situations de crise, à la situation de crise comme celle que nous vivons actuellement. Donc, la banque accumule les assises financières en période d'expansion pour pouvoir résister aux chocs extérieurs. Et les coussins de conservation préservent les fonds propres de la banque.
Les coussins systémiques protègent la banque contre les risques systémiques qui peuvent entraîner la crise de l'économie réelle. Une autre mesure, donc une autre innovation des BAL 3, nous avons eu les ratios des leviers. Donc, les ratios des leviers mettent en rapport les fonds propres des qualités supérieures par rapport à tout l'actif, donc à l'exposition totale de la banque. Donc, ces ratios de liquidité ont encore renforcé les mesures prudentielles. Et nous nous sommes rendus compte, vous avez tous remarqué que dans ma présentation, BAL 1 et BAL 2 ne prenaient pas en compte la notion de liquidité. Alors, BAL 3 a apporté cette correction en exigeant aux banques de respecter la liquidité, les ratios de liquidité à court terme et la liquidité à long terme. Et à chaque fois, vu que les régulateurs sont toujours prudents, éveillés pour voir la situation, en tenant compte de toute l'historique des crises antérieures, on s'est encore rendu compte que BAL 3 a des limites. Donc, il y a la sous-évaluation des risques de la part des modèles internes qui permet aux banques de manipuler les résultats pour avoir des ratios positifs. Donc, voilà. Les cadres réglementaires en RDC. Quel est le cadre, donc les dispositifs en vigueur actuellement en RDC? La RDC est sous BAL 3. Alors, nous avons les normes prudentielles de banque et les institutions de microfinance. Pour ce qui concerne les normes prudentielles de banque, je ne vais pas entrer en détail parce que je vous ai déjà bien précisé que le secteur bancaire est sous BAL 3. Donc, je viens d'expliquer BAL 3, c'est exactement ce qui est appliqué aux banques en RDC. Et pour les institutions de microfinance, vu que les cadres réglementaires visent à renforcer la solidité financière des banques, des institutions financières, pour les IMF, on impose aussi d'avoir un capital minimum, de respecter les fonds propres prudentiels, les ratios de solvabilité doivent être respectés, la liquidité doit être respectée et on doit prendre en place, les dispositifs de contrôle interne doivent être adéquats pour permettre aux banques, aux institutions financières d'être plus solides. Et voilà. Donc, on doit voir qu'est-ce que la Banque centrale a mis en place, qu'est-ce que la Banque centrale, quelles sont les mesures prises par la Banque centrale pour assister les banques congolaises à continuer à servir, à offrir les services dont on attend d'elles. La Banque centrale a pris des mesures contracycliques qui permettent aux banques de continuer à opérer. Donc, il y a eu l'assouplissement du cadre réglementaire. Donc, la banque a autorisé la Banque centrale a autorisé les banques à opérer en dessous du seuil des fonds propres exigés. Donc, il y a eu aussi plusieurs mesures qui ont été prises en place. Donc, je ne vais pas parcourir tous les détails parce que voilà, vous les avez tous dans les instructions 44 de la Banque centrale. La Banque centrale a réduit donc les taux directeurs de 9 à 7,5%. Et une autre mesure aussi, on a gelé les règles des classifications des prêts. On a suspendu l'application des pénalités de retard et on encourage les clients à solliciter des restructurations des prêts en souffrance. Mais cette restructuration doit se faire de manière prudente. Et donc, voilà, ce sont les mesures contracycliques prises par la Banque centrale. La déstabilisation du système bancaire. La crise Covid, bien qu'il n'y a pas eu de faillite en cascade, elle a quand même déstabilisé les systèmes bancaires. Donc, nous avons les risques d'insolvabilité. Donc, vous avez tous vécu qu'il y a l'augmentation du non-remboursement des crédits à la clientèle. Et pour ce qui concerne la diminution de la valeur du portefeuille titre, pour la RDC, ce n'est pas très applicable. Et les risques d'illiquidité, donc il y a eu la réduction des ressources interbancaires, les retraits massifs des défauts de la clientèle, des dépôts de la clientèle, et
on se rend tous compte voilà, que la diminution des fonds propres, au fur et à mesure qu'ils absorbent les pertes, donc il y a les fonds propres qui diminuent au fur et à mesure qu'ils absorbent les pertes et ça peut entraîner une déstabilisation du système bancaire. Quelles sont les recommandations par rapport à cette situation? Comme première recommandation, donc, les systèmes, donc les secteurs financiers, les banques doivent évoluer, donc faire évoluer les dispositifs de gestion des risques. On doit prévoir une révision du modèle d'appétence au risque et prévoir des stress tests de liquidité périodiques. Par ces stress tests, on pourra simuler des situations, des crises vraiment extrêmes qui permettent d'être plus prévoyants. Et les outils et le personnel qui sont chargés à calculer de façon journalière la valeur à risque doivent être renforcés. Quelles sont les stratégies pour gérer ces risques financiers en période post-Covid? Pour les risques des crédits, il faut la vérification rigoureuse des crédits à l'entrée. Il faut la diversification des produits et les types de clients. Et aussi, quelque chose de très important, recommander l'assurance crédit. C'est très important. Avec l'assurance crédit, les risques de crédit est couvert. Et pour ce qui concerne les risques de marché, on doit faire les calculs journaliers de la valeur à risque. Et ensuite, pour les risques de liquidité, on doit renforcer les dispositifs de gestion d'actifs passifs. Et donc, voilà, c'était ma présentation. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Très intéressant. Merci beaucoup, Esther, pour cet exposé. Mais je pense que Gloire avait réservé quelques questions pour toi. Gloire, je te confie Esther. Ok, Esther, nous avons recueilli quelques questions. Il y a un participant qui voudrait savoir comment une institution peut-elle exploiter de façon assez concrète la réglementation actuelle pour gérer la crise actuelle, la crise Covid actuellement. Merci Gloire, très bonne question. Donc, pour arriver à exploiter la réglementation actuelle, ce que les institutions devront faire, c'est de définir des indicateurs clés des risques. Donc, par ces indicateurs, on pourra détecter facilement les risques en mesurant les incidents. Et on doit mettre en place un suivi régulier de ces indicateurs et définir la fréquence d'analyse. Donc, la gestion des risques doit être une responsabilité de toute l'entreprise. Parce qu'en mettant en place les indicateurs clés des risques, les institutions pourront suivre l'évolution de tous les ratios prudentiels qui sont exigés. On peut mettre, par exemple, des indicateurs en rouge, en vert, en jaune, qui donnent le signal que voilà, nous sommes dans une situation où on doit rectifier les mesures et nous sommes en train de pencher, donc d'aller vers une situation critique. On doit prendre des mesures correctives. Donc, les institutions financières doivent être très prudentes avec ces indicateurs. Donc, avoir un tableau de bord de tous ces indicateurs qui signalent la santé financière de l'institution. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question du participant. OK, merci. Il y a encore une autre question, oui. C'est de pouvoir savoir, est-ce que cette réglementation est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisamment solide pour pouvoir couvrir ces risques? Ou il y a encore plusieurs améliorations à faire? Oui, donc pour la réglementation actuelle, elle est prudente, mais il y a des limites. Donc, vu que le modèle interne permet d'auto-évaluer les risques d'entreprise, il y a des institutions qui peuvent manipuler les chiffres pour avoir des ratios positifs. C'est comme un médecin qui prescrit l'ordonnance à un patient pour guérir sa maladie. Et les patients, à son tour, négligent l'ordonnance et prennent d'autres mesures. Mais dès que la situation va se détériorer, c'est le patient qui va en pâtir, ce n'est pas le médecin. Donc, c'est un peu ça, la même situation. Donc, il y a des institutions qui pensent que les normes prudentielles
que la Banque centrale impose sont des contraintes juste pour les embêter. Non. Donc, ces normes sont faites pour garantir la solidité, la stabilité de l'institution. Donc, voilà un peu ma réponse à ta question. Merci Esther. Alexandra, je crois que ça va. Tu es satisfait des réponses d'Esther? Oui, suffisamment. Je crois que c'est surtout les participants qui ont posé la question qui seront satisfaits. Impeccable. Donc, je suis autorisée à poursuivre. OK. À présent, chers participants, c'est Hugues qui a une question pour vous. Hugues me demande de vous soumettre cette question. Pensez-vous que votre institution dispose des outils adaptés pour une meilleure gestion de risque? Alors, pour vous faciliter l'interaction avec Hugues, je vais afficher le sondage et vous demander de pouvoir répondre à Hugues. Alors, je vois qu'on se bouscule dans les réponses, très bien. On a plus de 20% de personnes qui ont déjà répondu, 30%. Impeccable. Oula, près de 50%. Il y a une tendance qui se dégage, Hugues. Très bien. Alors, encore maximum 1 minute. Alors, je profite de ce temps justement où les participants répondent pour les rassurer. Il y a déjà des mains levées, il y a des questions. Ne vous inquiétez pas, nous prenons vos questions et il y aura une partie au-delà de ce qui est prévu à la fin de chaque intervention, mais nous prendrons le soin de prendre vos différentes interventions ou questions à la partie questions-réponses. Donc, nous sommes là, ne vous inquiétez pas, nous voyons les différentes mains levées et réactions. Hugues, je propose de clôturer le vote car la tendance se dessine. Très clairement, la réponse à ta question, Hugues, c'est « peut mieux faire ». Donc, je crois sincèrement que Hugues, ce serait intéressant que tu puisses leur dire quelles sont les bonnes pratiques à adopter et les mauvaises pratiques à éviter. La parole est à toi, je t'en prie, Hugues. Merci beaucoup, Alexandra, et merci aux participants pour cette première indication. Je voudrais remercier Esther pour sa belle présentation et cette belle introduction qui nous décrit le cadre réglementaire, mais surtout qui nous montre les actes préventifs à adopter pour une bonne gestion de risque. Mais avant d'aller sur les détails et les étapes d'une gestion de risque, j'aimerais simplement rappeler une définition de base. Un risque, c'est simplement une possibilité de déviation par rapport à une norme qu'on s'est donnée. Cette norme dépend d'une institution à une autre. On fait en sorte que l'objectif défini soit atteint. Et toute déviation peut conduire à certaines situations désagréables pour l'institution. Partant de cette définition qui pose le principe de gérer cette déviation-là, la bonne pratique au niveau de gestion des risques nous recommande d'avoir 5 étapes. On peut se rassurer que si on suit les 5 étapes, on peut maîtriser les risques et bien les gérer par la suite. La première étape, si on veut maîtriser les risques, c'est d'abord les identifier. On ne gère pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on ne connaît pas. L'identification ici, il est question de recenser par rapport au secteur d'activité, par rapport au modèle de business de l'entreprise, tous les risques auxquels cette entreprise-là est exposée, que ce soit une institution financière ou une autre entreprise dans n'importe quel secteur, il faut être en mesure d'identifier ces risques. On fait une sorte de cartographie de risques sur laquelle on va travailler. Après l'identification, il faut évaluer. Évaluer ici, c'est de dire, est-ce que si ces différents risques se matérialisaient, nous sommes protégés? Est-ce que nous avons les dispositifs de contrôle qu'il faut? Est-ce que nous avons les outils pour réduire les impacts négatifs sur l'institution? Est-ce que nous pourrions survivre? Cette phase d'évaluation est tellement cruciale qu'elle détermine tout ce qui suit après. Parce qu'une fois qu'on a identifié, l'objectif de l'évaluation, c'est d'arriver à déterminer quels sont les risques résiduels, c'est-à-dire les risques qui restent nonobstant les différents points de contrôle qui ont été mis en place. Lorsqu'on connaît ces risques résiduels, on se met maintenant à définir les solutions. Ici, les solutions dépendent non pas des estimations, non pas des imaginations, mais vraiment des évaluations et des analyses critiques faites par rapport aux différents risques qui ont été déterminés. Il est question ici d'identifier les solutions pour tous les risques. Pas privilégier certains au détriment des autres, parce qu'un petit risque d'aujourd'hui
peut devenir le risque majeur de l'entreprise demain. C'est définir des solutions appropriées, adaptées et surtout en fonction des besoins et des ressources de l'institution. Ça ne sert à rien d'imaginer des solutions qui ne seront jamais mises en application simplement parce qu'on a voulu rêver grand. C'est définir des solutions, mais pour tout. Une fois qu'on a défini les solutions entrent maintenant à la phase critique. Il faut les mettre en application. C'est-à-dire identifier les problèmes, discuter des moyens, définir un chronogramme, un plan d'exécution pour que chaque problème qui a été identifié puisse être adressé avec une réponse précise. Quand on a mis en place les décisions, il ne faut pas rester dans l'optique, on a défini les solutions, le bon Dieu va agir et les entreprises, les problèmes vont disparaître. Non, il faut encore suivre. Parce que la solution définie en l'instant T n'est pas forcément correcte ou adaptée en l'instant T plus 1. Il faut encore suivre, faire l'évaluation, contrôler, ajuster. Cette partie d'ajustement détermine la réussite ou pas de la politique gestion des risques que vous avez mise en place. Si on arrive à avoir ce cycle précis, c'est-à-dire qui part d'une cartographie de risques, d'une identification de tous les risques résiduels et de la définition des solutions, des moyens, des outils qui peuvent être financiers, matériels ou humains, on arrive à les mettre en application et qu'on évalue convenablement, il est possible d'avoir une gestion des risques optimale et protéger l'entreprise contre les différents chocs ou les différentes surprises, parce qu'il est question de gérer cette déviation-là. Maintenant que le principe est posé, je voudrais, de manière un peu pratique, dans le prochain slide, vous parler de la manière dont certains risques, parce qu'on a parlé des risques financiers, ont été gérés ou sont gérés par les institutions financières pendant cette période de crise. Je vais me focaliser sur les principaux qui concernent le marché financier ou le secteur bancaire congolais. Le premier de tous, c'est le risque de liquidité. De manière très basique, je dirais, c'est le risque qu'une institution soit en incapacité de faire face aux obligations à court terme de ses clients. Pour les institutions de microfinance ou pour les banques, c'est de ne pas être en mesure de servir les dépôts des clients, de ne pas être en mesure de financer les activités. Ici, il est principalement question de protéger l'institution contre un risque de réputation énorme qui peut conduire à sa chute. Dans la gestion de la crise, ce qui a été observé, c'est qu'il faut disposer d'une liquidité qui vous permet de faire face à tout retrait et à toute demande de vos clients. Beaucoup d'institutions ont recouru au financement auprès de leurs bailleurs multilatéraux ou internationaux, des refinancements au niveau de la Banque centrale, avec un objectif simple, c'est être en mesure de répondre aux préoccupations soulevées par les clients et leur permettre de faire leurs transactions en toute quiétude. Dans ces temps de crise, dire à un client qui ne sait pas retirer son argent pour faire face à ses engagements, c'est détruire non simplement ses projets, mais c'est mettre en mal l'image de l'institution. Les banques congolaises, nous sommes dans une économie ultra dollarisée. Aujourd'hui, nous savons tous que le dollar, nous ne le battons pas au niveau du pays. Donc, il faut, pour ceux qui ont la possibilité d'importer le cash, ramener les dollars au niveau du marché pour continuer à financer les activités et mettre à la disposition des opérateurs économiques la liquidité nécessaire. Mais le plus important, il faut diversifier les moyens de gestion. Dans une période de crise où la liquidité va être très sollicitée, il faut privilégier les solutions cashless, c'est-à-dire qui ne demandent pas la circulation du cash. Pour ça, il faut encourager les solutions mobiles, il faut encourager l'élargissement des réseaux de distribution pour que le paiement ne nécessite pas forcément le cash. Le deuxième niveau de risque financier, c'est le risque de contrepartie. Dans cette catégorie, nous pouvons prendre deux sous-catégories. D'abord, le risque des défauts de l'emprunteur et puis les risques bancaires par rapport aux banques et institutions correspondantes avec lesquelles certaines institutions travaillent. Sur le risque de contrepartie des défauts du client, ici, c'est le risque que l'emprunteur ne soit pas en mesure de rembourser le crédit contracté au niveau de la banque pour différentes raisons. Nous avons vu que plusieurs secteurs étaient pénalisés. Nous avons les hôtels qui ont été fermés, les écoles. Ici, il est question pour les institutions financières d'accompagner de la manière la plus optimale possible ces différents opérateurs économiques, soit par la mise en place de nouveaux crédits, parce qu'il y a certains secteurs qui bénéficient de cette crise et les activités ont été boostées, soit aménager les plans de paiement pour les secteurs, les opérateurs économiques très affectés, notamment par la réduction des taux d'intérêt, par l'accord
de période de grâce ou de moratoire, notamment la restructuration de l'air prêt. L'idée étant d'accompagner l'opérateur à faire face de la manière la plus optimale à ces différents risques. Mais l'autre partie que nous ne voyons pas forcément, c'est les banques et les institutions financières sont obligées de travailler avec d'autres banques pour faciliter les dénouements des transactions. Dans un pays classifié à haut risque comme la RDC, il faut nécessairement travailler sous le respect des normes tant nationaux qu'internationaux sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, parce que ce risque est probablement le plus important. Demain, si les institutions financières internationales arrêtaient de travailler avec les banques congolaises par rapport aux transactions en dollars, c'est tout le secteur qui sera asphyxié. Donc, il faut gérer ce risque-là de cette manière-là, c'est rassurer que les dispositifs sont respectés. Le troisième risque important, c'est ce que nous appelons les risques de marché. Dans cette catégorie, nous prenons généralement le risque de change et le risque des taux d'intérêt. Le risque de change ici, c'est principalement le risque de connaître une perte parce que le franc congolais fluctue, le cours du franc congolais fluctue par rapport aux devises étrangères. En gros, ça signifie quoi? C'est que parce que nous travaillons dans ce pays avec 3 devises, nous avons dollar, euro, le franc congolais, nous pouvons aussi ajouter d'autres, nous avons des avoirs et des engagements dans chacune des devises. Il nous faut éviter, par rapport à la fluctuation de franc congolais, avoir une position qui peut générer des pertes. Dans ce cas précis, les différents départements de trésorerie doivent surveiller des prêts pour éviter que cette fluctuation des francs congolais sur le marché puisse négativement impacter l'institution et perturber les équilibres établis. Sur le risque de taux, c'est principalement le risque que les institutions financières puissent perdre de l'argent ou connaître des problèmes parce que les taux d'intérêt sur le marché international ont fluctué. C'est un risque qui n'est pas très ressenti en RDC parce que nous continuons à financer les opérateurs économiques avec des taux fixes, mais il arrive que les institutions financières se refinancent à l'extérieur avec des taux variables, et ce sont ces taux variables qui généralement conduisent à des problèmes significatifs si, au niveau de cours internationaux, les taux continuent à fluctuer. Donc, il faudrait surveiller les différentes positions, les différents écarts de maturité qui existent entre les avoirs dans une devise et les engagements pour éviter que la fluctuation ou le changement des taux ne pose de problème. Voilà les 3 familles des risques financiers, mais il y a 2 autres risques qui ne sont pas des risques financiers, mais qui ont un impact considérable sur le bon déroulement des opérations des institutions financières qu'il faut surveiller de près pendant une période de crise. Nous parlons des risques opérationnels. Ici, on fait allusion au risque de fraude, de vol principalement, mais aussi des erreurs, parce que sous stress et sous tension, il y a des erreurs qui peuvent se matérialiser, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la conduite et la bonne marche de l'institution. Il faut surveiller. Généralement, on ne le voit pas. C'est une coupure d'électricité ici qui met toute une agence hors circuit, hors connexion. Ce sont des revenus qui sont perdus, mais c'est la réputation de la banque qui est touchée par la suite dans cette période de crise. Après, nous avons le risque pays. Quand vous êtes dans un pays instable où les troubles civils, les mouvements sont, il faut nécessairement surveiller. Généralement, c'est un risque hors contrôle, mais il faut mettre en place maintenant de manière préventive des plans de continuité pour savoir comment réagir lorsque un des scénarios liés au risque pays se matérialise. Voilà, je dirais, les grandes familles de risques financiers gérés et les quelques indications sur comment les gérer de manière optimale. J'espère que nous aurons le temps avec les échanges d'approfondir sur les autres éléments. Mais je voulais conclure en disant que partant de l'introduction d'Esther et les mesures préventives qu'elle avait développées et sur les quelques orientations pratiques sur la gestion de risques, il y a des choses à faire et à ne jamais faire pour une bonne gestion des risques. Parmi les choses à faire, il faut toujours analyser les tendances et les implications. Ne pas imaginer, ne pas inventer. Prendre le temps de connaître son entreprise, de connaître ses activités et proposer des choses en fonction de ce qui existe. Deuxième chose, avoir toujours sa cartographie de risque. Je rappelle encore, on ne peut pas influencer quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut cartographier ces risques et proposer des solutions. Troisième chose, il faut nécessairement revoir les dispositifs de contrôle mis en place. Ce n'est pas parce qu'on a défini les meilleurs points de contrôle il y a 5 ans que c'est fini. Non, les secteurs évoluent, les circonstances évoluent.
En 2019, nous n'avions pas parlé de Covid. Les choses étaient faites d'une certaine manière. Cette crise nous a montré qu'il fallait complètement réorienter la gestion. Il faut revoir régulièrement. Et le dernier point que je trouve essentiel, c'est qu'il faut proposer les solutions pour tous les risques que vous identifiez. Il n'y a pas de petits ni grands risques dans la gestion des risques. Tous les risques sont importants et il faut proposer des solutions. Les choses à ne pas faire, vraiment à éviter et à bannir. Première chose, c'est d'être soit trop optimiste ou trop alarmiste. Il faut simplement être réaliste. Ça ne sert à rien d'aggraver une situation qui n'est pas extrême ou de banaliser une situation qu'on estime parce qu'on a défini certaines mesures. Non, être réaliste et répondre de la manière la plus efficace qui soit. Les miracles n'existent pas en matière de gestion de risque. Il ne faut pas espérer que les choses vont se régler de soi parce qu'on est une grande institution ou bien on a des actionnaires solides. Non, il faut connaître sa situation, connaître sa capacité et travailler pour proposer des solutions efficaces. Ne jamais banaliser des points de contrôle. Les jours où une institution commence à fragiliser son système de contrôle interne, c'est le jour où l'institution disparaît. Il faut se rassurer que le contrôle interne fonctionne, le contrôle interne est à jour et permet à ce que le processus fonctionne sans les individus. C'est-à-dire que personne ne doit être au-dessus des process, des politiques établies au sein de l'institution. Dernière chose à ne pas suivre, c'est de ne complètement pas suivre la mise en place des solutions. Ce n'est pas parce qu'on a des meilleurs éléments, ce n'est pas parce qu'on a des experts et qu'on leur a communiqué que voilà les choses à faire qu'on doit arrêter. Non, suivre, se rassurer que c'est effectivement mis en application et faire les révisions, les ajustements nécessaires. Si on arrive à faire la gestion de risque en partant des 5 principes évoqués au départ, les quelques actions développées en parlant de 3 catégories de risques financiers et en évitant ces quelques pratiques développées, je pense vraiment que nous aurons une gestion de risque maîtrisée au sein de l'entreprise et nous pourrons continuer à opérer dans les secteurs sans trop de difficultés. Voilà un peu de manière très ramassée, très résumée, ce que je pourrais dire sur les bonnes pratiques par rapport à la gestion de risque. Très intéressant. Merci beaucoup, Hugues. Donc, je retiens identifier régulièrement les risques, définir des solutions adaptées et également les mettre en pratique. C'est intéressant, mais je pense que Gloire a certainement des questions qu'il a récoltées et qu'il aimerait te poser. Gloire, Hugues est tout à toi pour la partie questions-réponses. Merci, Alexandra. Oui, Hugues, nous avons récolté quelques questions. Il y a une question d'un participant qui voudrait savoir, pendant cette période de crise Covid, il y a eu un mouvement de retrait massif des dépôts. Alors, comment une institution devrait-elle s'y prendre pour pouvoir gérer ces risques de liquidité? Car pour certains, ils sont arrivés à pouvoir fixer des limites des dépôts, mais ça a également eu des effets pervers. À votre avis, il voudrait savoir comment une institution devrait s'y prendre pour pouvoir gérer ces risques de liquidité. Merci, Gloire. Comme j'ai dit, dans une période de crise, le premier réflexe, soit la première décision, c'est déjà permettre aux clients de retirer leurs avoirs. Il ne faut pas déjà envoyer un signal négatif parce que ce risque de réputation peut couler une institution en quelques heures. Je crois que les exemples sur les secteurs bancaires congolais, il y en a beaucoup. Le premier réflexe, c'est d'abord permettre aux clients de retirer. Maintenant, permettre aux clients de retirer, il faut se poser la question, est-ce qu'on a la capacité, on a la liquidité nécessaire derrière? Voilà pourquoi dans l'exposé, je parlais de pouvoir se refinancer. Se refinancer ici, c'est d'aller chercher des nouvelles lignes de liquidité, des ressources pour permettre d'alimenter les agences et servir les clients, les canaux alternatifs et tout là. Dans ce cas précis, ici, il est question principalement pour les institutions financières de soit mobiliser pendant cette période de crise encore quelques dépôts, des DAT auprès des clients ou des opérateurs en capacité de financement, ou bien obtenir des lignes de refinancement, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès de bailleurs qui voudraient bien mettre à leur disposition ces liquidités. Ça, c'est, je dirais, de manière classique. Mais de l'autre côté, c'est que les clients viennent retirer en masse pour faire quoi exactement? Ils ont besoin de transacter, ils ont besoin de payer. Les institutions financières devaient travailler sur comment capter tout cet écosystème de paiement en proposant des solutions cashless, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation du cash. Leur permettre d'acheter, de payer leur taxi sans débourser du cash, mais simplement en utilisant soit
le terminal de paiement, soit un till number, soit un code, soit un wallet. Travailler en synergie avec les opérateurs de mobile money pour qu'au lieu de passer par le cash, d'utiliser des solutions digitales pour réduire cette pression au niveau de la liquidité. Le plus important étant de permettre aux clients de continuer à faire ces transactions, à faire ces paiements sans difficulté. Si on arrive à mélanger les solutions classiques, c'est-à-dire refinancement, liquidité au niveau des agences et servir les clients, et les solutions digitales, c'est-à-dire aller vers les solutions cashless, ça nous permettra d'avoir une pression moindre sur le cash, sur la liquidité et de faire face de manière optimale à ces retraits massifs de clients. Parce que généralement, le client vient de tester. Est-ce que cette institution a la capacité de me remettre mes avoirs dans cette période de crise? Et lorsque les réponses sont positives, on a fini par voir que les clients n'avaient pas forcément besoin de tout retirer, mais pouvaient faire des transferts, pouvaient faire des paiements parce que ces canaux alternatifs existaient. Et le dernier élément, c'est élargir les canaux de distribution. Lorsqu'on a une concentration au niveau des agences, par exemple physiques, et que tous les clients viennent avec cet afflux, il est difficile pour une institution de faire face. Elle peut avoir la liquidité, mais simplement l'image d'avoir de la file d'attente, d'avoir des personnes bondées derrière, peut envoyer un signal négatif. Ça devient un autre risque de réputation qu'il faut gérer. Et comme nous le savons, avec la transformation, aucune institution financière du monde ne peut faire face à ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire où les clients viennent en masse retirer tous leurs avoirs, parce que nous savons qu'une bonne partie de ces dépôts a été transformée en crédit. Donc, il faut proposer ces solutions alternatives pour permettre à ce que la pression sur la liquidité ne soit pas très forte et que les clients soient en mesure de continuer leurs opérations sans trop de difficultés. OK. Il y a une autre question. C'est l'inverse de la première, c'est de pouvoir savoir. Alors, pour une institution qui décide de pouvoir garder une surliquidité en cette période de crise et de thésauriser ses fonds, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? J'ai du mal à croire qu'un trésorier d'une entreprise gardera une liquidité oisive lorsqu'il a les possibilités d'investissement. Mais encore une fois de plus, je crois que la présentation d'Esther a mentionné plusieurs faillites, plusieurs crises avec des grandes institutions. À disposer d'une liquidité importante, je ne parlerai pas de liquidité oisive, disposer d'une liquidité importante en période de crise est très nécessaire parce que, comme je dis, ça vous permet de faire face aux engagements avec votre clientèle, mais on peut investir, mais encore une fois de plus, il faut très bien évaluer le risque de contrepartie. On veut investir dans quoi? On veut investir auprès de quelle institution? Parce qu'il ne faudrait pas qu'en se disant on a une bonne liquidité, on va aller investir dans des titres qui vont faire faillite ou qui vont disparaître ou dont les cours vont perdre la valeur immédiatement. Ça risque de poser problème. Disposer de la liquidité permet aussi, comme j'ai dit quand je parlais de risque de crédit, c'est de mettre en place de nouveaux financements pour les entreprises dont les activités sont boostées, qui en ont besoin pour faire face, notamment les entreprises qui fabriquent des masques, qui fabriquent les gels hydroalcooliques et autres. Il faut continuer à travailler, continuer à financer tout en maîtrisant le risque. Et les trésoriers chercheront à optimiser de la meilleure de façon cette liquidité-là. Dans des marchés structurés et organisés, il est possible d'investir dans des bons du trésor, d'investir dans des titres financiers et autres. Dans notre marché, les options sont un peu limitées, mais cette liquidité permet à l'entreprise de faire face déjà aux engagements et de voir dans quelle mesure optimiser dans le futur. Mais en disposer, c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise en temps de crise. OK, il y avait une dernière question, mais je ne sais pas, Alexandra, on a encore le temps ou bien on garde ça pour les questions-réponses? Ne soyons pas trop gourmands. Je pense que nous aurons le temps des questions-réponses. OK. Si tu es d'accord, je propose de conserver cette question, mais de démarrer tout à l'heure avec cette question-là lors de la partie questions-réponses. Merci. Merci, Hugues. À présent, Philippe a une question pour vous. Philippe me demande de vous soumettre cette question. Est-ce que vous pensez que votre institution est bien préparée pour gérer l'impact de la crise COVID-19? Alors, je vais à présent vous partager les questions de Philippe afin de vous permettre de voter.
Je vous en prie, ne soyez pas timide. Ah, très bien. Philippe, c'est assez fluctuant pour l'instant. Une tendance commence à se dessiner peu à peu. Nous avons 40% de participants qui ont déjà voté. Continuez, s'il vous plaît, encore, on va dire 30 secondes. Allez-y, ça permettra à Philippe de pouvoir justement adapter son message et finalement répondre à votre besoin. Très bien, on va dépasser la barre de 70% et finalement la tendance se dessine quand même. Ah non, ça bouge. Excellent, intéressant. Vous voyez que c'est assez intéressant de pouvoir répondre parce que finalement, on était à 30%, il y avait une tendance qui a basculé à 50%, qui rebascule maintenant à 74%. Donc, je vais encore laisser 10 secondes avant de clôturer le vote. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je clôture le vote. Voilà Philippe, la réponse à ta question. Donc, on va dire que un pourcentage un peu plus important, on va dire légèrement important, se sont assez confiants et relativement bien préparés, mais il reste quand même des réponses par rapport aux autres assertions. Donc, Philippe. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Alexandra. En fait, le résultat du vote, c'est très, très intéressant parce que ça montre que, grosso modo, on peut dire que un tiers des institutions pensent qu'ils sont relativement bien, ils sont bien préparés. Un tiers des institutions pensent qu'ils sont relativement bien préparés, mais pourraient rencontrer des difficultés. Et un tiers des institutions pensent carrément qu'ils sont mal préparés. Donc, un tiers, c'est pas qu'ils sont mal préparés, c'est pas du tout insignifiant. Donc voilà, il faut rester très, très vigilant. Donc, ce que je vais faire pendant ma présentation, je vais parler de l'expérience du groupe Baobab et comment concrètement nous, on a géré la crise au niveau du groupe. Je vais d'abord commencer avec un très bref aperçu du groupe. Donc, groupe Baobab, c'est un groupe de microfinance, pure microfinance, international qui travaille dans 9 pays sur le continent africain et aussi sur la Chine. Le total de l'encours des crédits est un peu supérieur à 700 millions d'euros. Ça, c'est maintenant, donc au contexte de la crise du Covid l'année dernière, en fait, c'était plus. C'est un pur groupe de microfinance. Le crédit moyen fait environ 2000 euros. Au total, on a un peu plus qu'1 million de clients. Ça inclut aussi les déposants, donc pas seulement les clients qui prennent des crédits. Voilà, et maintenant, je vais passer vraiment au cœur du sujet. Donc, comment parler un peu de la crise du Covid et comment on a géré la crise du Covid au niveau du groupe Baobab. Bon, tout d'abord, il faut se rappeler que la crise du Covid ne ressemble à aucune autre crise précédente. Ce n'est pas une crise économique, c'est vraiment une crise, disons, de la société en général, avec des changements très, très significatifs à tous les niveaux. Donc, les réponses traditionnelles ne sont pas tout à fait suffisantes. C'est une crise d'une autre ampleur. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la crise a créé des perturbations économiques majeures dans le monde entier. Et que l'impact principal du virus sur le continent africain, c'est avant tout un impact économique. Bien sûr, il y a la crise de la santé, mais il ne faut pas oublier que le taux de mortalité du Covid se situe quelque part entre 0,5 et 1,5%. Donc, en fait, l'impact n'est réellement pas aussi dramatique que ça, mais l'impact économique est vraiment gigantesque. Donc, sur le continent africain, c'est clair que l'impact est principalement économique. C'est en grande partie aussi le commerce international s'est arrêté pendant plusieurs mois.
ça a gentiment repris, mais l'impact néanmoins reste là parce que c'est toujours très, très difficile de se déplacer d'un pays à l'autre, de faire des affaires comme auparavant. Donc voilà, ce qu'il faut faire et ce qu'on a fait dans le groupe Baobab, c'est se préparer au pire et être très content si le pire ne survient pas. Donc voilà, ça c'est essentiel. Maintenant, il y a des perturbations substantielles sur les revenus et les liquidités. Donc ce qui se passe dans le monde de la microfinance, parce qu'en microfinance, les crédits sont très court terme, donc ils sont repayés très rapidement aussi. En fait, ce qu'on a vu dans le groupe Baobab, c'est que la plupart de nos clients, même pendant la période de confinement, enfin en RDC, il n'y avait pas de confinement total, c'était seulement sur Gombe en partie, mais les clients, en principe, continuaient à bien payer. Et en même temps, on avait arrêté on avait arrêté les décaissements. Donc les décaissements étaient à environ 20% du niveau habituel. Donc ce qui s'est passé, on a une chute du portefeuille, et en conséquence, les revenus étaient en baisse très, très rapide. Maintenant, au niveau de la liquidité, en fait, on n'a pas connu de soucis de liquidité majeurs parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les crédits étaient repayés, donc c'était un apport de liquidité, et en même temps, les déposants ne retiraient pas leurs fonds. En fait, les déposants, on n'a pas vu beaucoup de mouvements au niveau des déposants. Donc, en fait, nos institutions se sont trouvées dans le groupe plutôt en situation de surliquidité plutôt que de problèmes de liquidité. Maintenant, ce qui est très important, c'est la reprise pourrait ne pas être un rebond rapide. On anticipe que les effets de la crise vont se faire sentir pratiquement jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, il faut être préparé. Donc tout ça, ça a pas mal d'implications. Alors voilà, je vais expliquer très brièvement quelles sont les priorités sur lesquelles on s'est concentré au niveau du groupe. Donc, au niveau du groupe, le plus important, c'était d'avoir une équipe dirigeante qui était vraiment sur la même longueur d'onde dans toute l'institution. Et dans toute l'institution, ça veut dire toutes les filiales du groupe, mais ça veut dire aussi les employés, donc le staff au niveau des filiales. Donc, ça concernait bien entendu aussi Baobab RDC, mais aussi les conseils d'administration des filiales et le conseil d'administration du groupe. Comme on ne pouvait pas se déplacer et se rencontrer face à face, on ne pouvait pas voyager dans les pays, on a tout de suite mis en place des dispositifs pour avoir des calls, des conference calls réguliers par Zoom, Google Meets, etc., vraiment de façon beaucoup plus régulière. La priorité numéro 1, c'était bien entendu la sécurité des employés. La priorité numéro 2, c'était de respecter toutes les mesures imposées par les gouvernements, etc. C'était très, très important. Très important. Maintenant, l'équipe dirigeante était fortement concentrée sur la gestion de la crise. Donc, on a immédiatement mis en place une task force centralisée de gestion de crise. En fait, au début, on commençait la journée tous les jours, le matin, 8h30, réunion du comité de crise. Tous les jours, 8h30. Aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau des filiales et au niveau des agences. On avait demandé à tout le monde de mettre en place des comités de crise à tous les niveaux. On avait mis aussi un comité de crise au niveau du conseil d'administration. On avait une communication beaucoup plus régulière avec le conseil d'administration. Donc voilà, on avait bien entendu mis en place des outils de suivi pour savoir quelles étaient les mesures prises dans les différents pays, dans les différentes régions, etc. Parce que souvent, les mesures étaient aussi différentes selon les régions. Il suffit de voir l'exemple du Congo où les mesures prises n'étaient pas les mêmes, par exemple à Kinshasa, que dans d'autres villes du pays. Très important aussi, c'était scénario planning et préparation des plans d'urgence, notamment le plan de continuité. C'était très, très important. Donc, on a travaillé sur des scénarios macro, on a fait beaucoup de stress testing, des analyses de scénarios, etc. On a tenu régulièrement des comités ALCO, donc c'est les comités de gestion de la liquidité, juste pour s'assurer qu'on n'ait pas de souci de liquidité. La liquidité, c'était un gros souci au début, mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment un problème. Donc, on a passé de comité ALCO hebdomadaire à plutôt toutes les 2 semaines après. Voilà, et maintenant, je vais parler un peu des réponses spécifiques à la crise. Donc voilà, on s'est concentré sur 7, disons, réponses, mesures spécifiques pour gérer la crise. La toute première, c'est organiser la riposte à la crise. Ça, c'est vraiment l'accent principal. Là, c'était
c'était le plan de continuité du business au niveau du groupe, au niveau des filiales. Donc, c'était géré par le directeur des opérations et c'était reproduit dans chaque filiale par le directeur des opérations, directeur de crédit. Donc voilà, c'était organiser les réunions qui étaient online, etc. Ensuite, deuxième, protéger les employés, les clients et l'activité. C'était absolument essentiel. Donc, mettre en place, bien sûr, toutes les mesures sanitaires, respecter les gestes barrières, protéger les clients aussi qui se rendaient à l'agence, etc. Et protéger l'activité, c'est-à-dire c'était principalement gestion du crédit risque et gestion des risques financiers. Très, très important. Et là, en gros, c'était aussi la liste de toutes les activités que Hugues a mentionnées dans sa présentation. Donc, la présentation de Hugues était très utile. C'était vraiment tout ça, toutes ces mesures liées à la gestion des risques. Troisième point, suivre et anticiper les tendances. Donc là, c'était prendre contact régulièrement avec les autorités pour anticiper aussi les mesures gouvernementales parce que en réalité, comme l'impact était plutôt au niveau, disons, des mesures prises par les gouvernements et du point de vue économique, juste savoir combien il y avait de cas, combien il y avait d'infections dans tel et tel pays, ce n'était pas du tout suffisant parce qu'il y avait des situations où il y avait très peu de cas dans un pays, mais les mesures étaient extrêmement restrictives. Alors que dans d'autres pays, il y avait beaucoup de cas, mais il n'y avait pas de mesures qui étaient prises. Donc, pour donner un exemple, par exemple, en Tunisie, il y avait relativement peu de cas, et pourtant, c'était le confinement probablement le plus strict qu'on ait vu, c'était en Tunisie, où carrément, on nous a demandé de tout fermer pendant 3 mois. On ne pouvait même pas contacter les clients, on n'avait même pas le droit de leur parler, même pas par téléphone. Donc, c'était vraiment, voilà, on a tout fermé pendant 3 mois. Alors que le nombre de cas de Covid, en fait, n'était pas tellement élevé. Donc voilà, c'était important d'être en contact avec les régulateurs, avec les autorités et d'anticiper les tendances. Ensuite, stabiliser l'activité par rapport à la nouvelle normalité. Donc là, c'était l'ajustement des heures de travail, télétravail pour certaines personnes, notamment qui travaillaient au siège, etc. Ensuite, sauvegarder l'activité. C'était principalement lié à la gestion des risques. On a fait des évaluations sectorielles, donc on a classifié tous les clients de Baobab par secteur d'activité, que ce soit par exemple commerce, construction, hôtellerie, restaurant, etc., santé, éducation, et on a regardé l'impact sur ces différents secteurs. Donc c'était vraiment une analyse sectorielle. Et ensuite, on a fait des offres de restructuration pour les clients, donc le report des échéances, etc., selon le secteur, selon le résultat du monitoring financier du client. Donc, monitoring intensif, bien sûr, c'était absolument essentiel. Ensuite, très important, contrôler les coûts. Donc, pour contrôler les coûts, en fait, là, on a réparti ça en 2 catégories, les mesures tactiques et les mesures stratégiques. Les mesures tactiques, c'était vraiment du court terme. Donc, en partie, dans certains pays, on a mis certains employés même en congé forcé. On a pris des mesures au niveau des employés pour temporairement réduire un tout petit peu les dépenses. Ça ne s'appliquait pas en RDC d'ailleurs, c'était principalement dans d'autres pays. Et en général, j'ai simplement contrôlé les coûts, donc geler les recrutements, réduire un peu, disons, les dépenses de formation, réduire fortement les dépenses de marketing, arrêt complet des voyages, donc plus de frais de déplacement, etc. Donc, ça, c'était clair. Donc, voilà, on a fortement réduit les coûts, donc, pour parer aussi à la réduction des revenus. Donc, tout ça, ça a porté ses fruits. C'est ça qui est important. Et maintenant, on est plutôt dans une période un peu où on revient un peu à la normale. Et les mesures stratégiques sur le long terme, c'est principalement veiller à ce qu'on puisse augmenter l'efficience des opérations. Donc aussi, ça, je saute pratiquement à la dernière catégorie, se préparer pour le long terme, c'est-à-dire surtout investir dans la digitalisation des opérations. Donc très important. Donc voilà, dans certains pays, on a même envisagé des mesures où on va fermer quelques agences et les remplacer plutôt par des opérations en ligne, donc applications mobiles, etc. C'est la réalité des choses. Le monde devient plus virtuel,
C'est plus un monde où on travaille en ligne, etc. Comme d'ailleurs ce webinaire le démontre parfaitement. On ne se retrouve pas dans une salle, mais on le fait en ligne. Donc, c'est la même chose avec nos clients. Donc, je pense qu'à l'avenir, on aura moins besoin d'agences. Voilà, c'est plus des mesures sur le long terme. Donc, on se prépare sur le long terme, on essaie d'améliorer l'efficience et on investit beaucoup dans la digitalisation. Donc, voilà. Donc, le résultat, c'est qu'en fait, c'est que dans certains pays, on était quand même fortement impacté, mais ça dépendait principalement des mesures prises par le gouvernement. Par exemple, en RDC, on s'en est relativement bien sorti parce que je dirais qu'en RDC, l'approche était quand même assez modérée. Je crois que le gouvernement a compris que la crise sanitaire n'est pas catastrophique et qu'il fallait veiller à ce que l'économie continue de fonctionner. Et je crois que c'était la bonne mesure du gouvernement. Donc, il y avait pas, il y avait en partie du confinement à Kinshasa, il y avait peut-être des couvre-feux, mais c'était pas des mesures drastiques comme celles qui ont été prises dans d'autres pays. Dans d'autres pays, c'était des couvre-feux très, très rigides. On n'avait pas le droit de sortir du tout de la maison après-midi, par exemple, ou carrément pas toute la journée. Donc, ça rendait toute activité absolument impossible. Donc le Congo s'en est relativement bien sorti comparé à d'autres pays. Les pays où on a été plus impactés, c'était la Tunisie où il y avait un confinement extrêmement strict. C'était en partie à Madagascar aussi parce que le gouvernement changeait tout le temps de politique. Toutes les 2 ou 3 semaines, il venait avec des mesures nouvelles. Donc voilà, et au Mali aussi, on a été impacté, mais bon, là, c'est comme tout le monde le sait, c'était un peu lié aussi aux événements politiques, donc il y avait beaucoup d'instabilité. Et en fait, c'est parce qu'ils ont mal géré la crise du Covid qu'en fait, la population et l'armée a demandé au président de partir aussi. Je crois que c'était un résultat direct aussi. Donc voilà, c'est pour un peu pour vous donner un résumé de la situation et comment on a géré la crise. Intéressant. Je pense qu'il y aura pas mal de questions à ce sujet. Mais pour l'heure, merci Philippe et je te confie à Gloire. Gloire, tu as déjà quelques questions que tu avais récoltées, je pense, pour Philippe. Je te le confie. J'ai vu que Philippe a déjà balayé quelques questions. Il reste qu'une seule question, c'est de pouvoir savoir, dans cette période de crise, quels devraient être les rôles des organes de gouvernance, c'est-à-dire les conseils d'administration et les dirigeants, des dirigeants de façon générale, quel devait être leur rôle pour sortir une institution de la crise actuelle? Alors, je dirais que le rôle du conseil d'administration est absolument essentiel parce que le rôle du conseil d'administration, c'est avant tout de veiller que l'équipe de direction de l'institution fasse son travail. C'est le rôle essentiel. Donc, pas faire du micromanagement, mais vraiment veiller à ce que le DG et toute l'équipe de direction soient bien concentrés, qui mettent en place les bonnes mesures, qui mettent en place les comités de crise nécessaires et les outils de gestion des risques aussi. C'est-à-dire comme par exemple les études de scénario, les analyses de scénario, le stress testing, qui est très important. On a régulièrement, au niveau du groupe Baobab aussi, régulièrement fait part des résultats des différents stress tests au conseil d'administration parce qu'ils voulaient savoir quels sont les différents scénarios. En fait, on a fait les choses de façon assez simple. Donc, un stress test un peu classique, c'est-à-dire qu'on demandait à chaque filiale de chaque mois, on actualisait ça chaque mois, de faire des prévisions jusqu'à la fin de l'année, quel était le scénario le pire, quel était le scénario, disons, le meilleur, ce qu'on appelait le best case, et quel était le scénario intermédiaire. Donc, on devait toujours savoir comment l'activité pourrait se développer si c'était le scénario le pire aussi, juste pour savoir en termes de liquidité, de besoins en capitaux supplémentaires où on en serait. Donc voilà, donc on a fait une communication beaucoup plus étroite avec le conseil d'administration. Donc on devait leur envoyer des updates, des rapports détaillés hebdomadaires. Chaque semaine, on devait leur faire un rapport détaillé de où on en était au niveau de la gestion des risques, le taux d'arriéré, la liquidité, le fonctionnement des opérations, les niveaux de décaissement, etc., s'il y avait des retraits de dépôt ou non. Donc voilà, une communication beaucoup plus intense. Et je dirais que le rôle du conseil d'administration est absolument essentiel parce que le conseil d'administration, dans ce contexte-là, peut vraiment aider à discipliner l'équipe de direction d'une institution en posant des bonnes questions, en s'assurant qu'il y a un reporting régulier
et que tous les comités nécessaires pour gestion des risques, gestion de la crise soient en place et qui fonctionnent. Ok, merci Philippe. Je crois que c'est tout pour moi. Impeccable, parfait. Lentement et sûrement, nous avançons vers la partie où nous avons récolté cette fois d'autres questions qui sont survenues suite aux différents exposés et nous allons les adresser aux différents intervenants. Alors, j'espère que, chers intervenants, vous êtes prêts parce que nous allons démarrer la partie questions-réponses. Et si le temps le permet, mais je ne suis pas sûre, peut-être nous prendrons une main levée. Je dirai honneur aux dames, donc je vais commencer avec Esther. Esther, il y a une première question qui t'est adressée qui souhaite savoir pendant combien de temps une réglementation reste fiable. Tu as 1 minute pour me dire quoi, Esther. Il faut que tu puisses démuter. Tu as été en mute. Ton micro, s'il te plaît, Esther. Merci, Alexandra. Pendant combien de temps une réglementation est fiable? En fait, il n'y a pas de temps précis pour la fiabilité de la réglementation. Donc, tant que la réglementation est en vigueur et qu'il n'y a pas de cas, parce qu'on doit suivre périodiquement les normes qui sont fixées par les régulateurs, et tant qu'on n'a pas de situations graves qui impactent, qui entraînent une crise économique à l'échelle mondiale, la réglementation reste fiable tant qu'on ne vit pas une situation de crise grave et profonde. Donc, il y a des temps limites. Donc, on a vu l'expérience avec les crises antérieures. Il n'y a pas eu de temps précis qui dit, voilà, dans 3 ans, on doit prévoir une nouvelle réglementation. C'était à chaque fois en fonction des situations constatées que les régulateurs prenaient des mesures correctives pour améliorer, renforcer la réglementation. Impeccable. Merci beaucoup, Esther. Hugues, j'ai une question pour toi. Alors, Hugues, comment gérer le dilemme entre l'augmentation des besoins en financement des opérateurs économiques qui, au fait, doivent se relancer après la crise Covid-19 et le besoin de consolider la rentabilité des institutions qui font l'intermédiation financière, peut-être augmenter les tarifs. Donc, qu'en penses-tu? Merci, Alexandra. Je pense que, comme je dis dans ma présentation, tout est question d'analyse. Dans une crise, tous les opérateurs économiques ne sont pas impactés de la même manière et tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. Il faut identifier quels sont les opérateurs économiques qui ont besoin de ce financement pour relancer leurs activités et faire face à une demande qui est croissante. Pour ces opérateurs économiques, il y aura mise en place des financements. Mais pour les opérateurs économiques en difficulté, je crois qu'il y a besoin de réfléchir sur d'autres types d'accompagnement que forcément mettre en place un financement, surtout si la capacité d'absorption de ce financement au niveau de l'opérateur économique n'est pas avérée. Dans une période de crise, ce n'est pas simplement les opérateurs économiques qui sont touchés, mais aussi les institutions financières. Ça, je dirais la première partie. Donc, il faut analyser, c'est au cas par cas qu'on arrive à accompagner et ne pas dire de manière générale, voilà, tout celui qui viendra aura accès au financement. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Et puis, pour les institutions financières, en fait, les revenus, c'est là que Philippe a parlé tout à l'heure de la diversification. Il faut diversifier aussi les sources de revenus d'une institution. Lorsque vous avez une dépendance quasi exclusive aux revenus d'intérêt qui viennent de crédit, en période de crise, parce que l'activité de la production ne suivra pas, vous serez en difficulté. Mais lorsque vous arrivez à diversifier au maximum, si vous avez une partie des revenus qui viennent de crédit, mais une autre partie qui vient des transactions, pendant cette période de crise, c'est ce qu'on a observé, c'est que nous avons continué à consommer, nous avons continué à transacter, mais nous n'avons pas forcément obtenu des crédits. Donc, en diversifiant les revenus, en allant vers les services bancaires, ce qu'on appelle dans le jargon, tout ce qui est non-funded income, il est possible de maintenir la profitabilité et la rentabilité des institutions financières sans se mettre forcément en difficulté pendant cette crise ici. Ok. Merci beaucoup, Hugues. Philippe, j'ai une question pour toi. Pourquoi le salaire baisse pendant cette période de Covid-19? Est-il possible que les organisations mettent en place une politique pour ne pas
laisser leurs employés? Bon, excellente question. En réalité, ce qu'on a fait au niveau du groupe Baobab, on a mis en place plusieurs mesures. Et ça dépendait fortement aussi de la réglementation locale, hein. Donc, dans certains pays, on a simplement demandé aux employés, pendant la période de baisse d'activité, c'est-à-dire quand le confinement était plus strict, de prendre tous leurs congés, d'utiliser tous leurs congés pendant cette période-là. Ensuite, on a demandé aussi, en partie, plus à l'équipe dirigeante, en fait, au niveau du groupe, on a demandé aux managers de prendre des réductions de salaire volontaires pendant une certaine période, tant qu'il y avait une réelle incertitude. Donc, en fait, c'était une initiative aussi au niveau du conseil d'administration. Tous les administrateurs du groupe ont pris une réduction salariale volontaire de l'ordre de 10%, et on a tous suivi l'exemple, hein. Donc moi-même, toutes les équipes dirigeantes de tous les pays. Bon, il faut voir que c'était vraiment les dirigeants des filiales. Donc, ce sont des personnes qui ont aussi des niveaux de rémunération quand même assez adéquats. Voilà, ils n'étaient pas en souffrance pendant cette période. Mais ils ont envoyé un message clair en acceptant des réductions salariales volontaires. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est pour les agents de crédit. En fait, pour les agents de crédit, c'est très simple. C'est en grande partie, leur rémunération est variable. Et pendant la période de confinement, vraiment au cœur de la crise, on avait très peu de décaissements parce qu'on avait très peu de demandes de crédit aussi. Il y avait nettement moins de demandes de crédit parce que les clients ne venaient pas à l'agence, etc. Les activités en partie s'étaient arrêtées dans certains pays. Donc, ils ne touchaient pas les bonus qui dépendaient des décaissements. Et donc, tout ça, ça a eu un impact sur la masse salariale. Mais je peux dire qu'en ce moment, en fait, on est revenu à la normale déjà au niveau du groupe Baobab. Donc, on est vraiment, disons, on est en train de sortir de la crise. Ok, mais merci beaucoup. Alors, la question s'adresse à Hugues et Philippe. Donc, vous devrez voir comment tous les deux vous complétez dans la réponse. Il y a dans le chat une question qui demande: les crises sont aussi le moment de faire le point à l'interne et renforcer les capacités du personnel, notamment en termes de gestion des risques de tout type. Qu'avez-vous prévu à ce sujet pour Baobab, RDC et Madagascar? Bon, peut-être je commence par répondre et après Hugues pourra compléter. En fait, comme Metanesis, comme les FPM, on mise plus sur les formations en ligne en fait maintenant. Donc, on est en train de développer un programme de formation en ligne. Et en fait, le projet pilote sera à Madagascar. Donc, c'est Hugues qui va chapeauter tout ça. Donc, voilà. Donc, on n'a pas pu faire pendant la période pendant la période plus sévère du Covid, on n'a pas pu faire de formation parce que ce n'était pas possible de rassembler simplement trop d'employés dans une salle de formation. On serait allé à l'encontre des instructions du gouvernement aussi. Donc, on a réduit les formations en salle, hein. Mais donc, on a mis en place un dispositif pour pouvoir faire des formations en ligne. Et justement, le projet pilote, on va le lancer principalement à Madagascar. Et très rapidement, on va inclure la RDC, bien entendu, aussi. Hugues, voilà. Je pense que Philippe a résumé la situation. Le complément serait simplement dans cette période particulière de Covid, il faut passer à la digitalisation de formation. Cibler en fait les formations en question, parce que je crois qu'il ne faut pas simplement partir sur digitaliser la formation, mais c'est quel contenu. On veut renforcer quelle attitude, quelles soft skills exactement. Le plus important étant de préparer les agents à faire face de la manière la plus optimale à cette crise ici, qui est en fait inédite. Une crise mondiale, sociale et économique inédite. Du moins pour nous qui vivons pendant cette période. Je ne parle pas de la crise de la grippe espagnole qu'on n'a pas connue. Donc, voilà. Merci beaucoup. Esther, je suis de nouveau avec une question pour toi. Quelle appréciation as-tu du dispositif mis en place par la Banque centrale concernant les IMF?
Merci Alexandra pour la question. Donc, je trouve que les dispositifs mis en place par la Banque centrale concernant les IMF donc, ce sont des dispositifs solides. Parce que les IMF sont exigés de maintenir le niveau de fonds propres réglementaires qui est requis. Les IMF doivent respecter la liquidité. La Banque centrale impose aux IMF d'avoir des dispositifs de contrôle interne adéquats. Et aussi, les IMF doivent respecter tous les ratios des solvabilités qui sont requis par les normes prudentielles. Donc, pour moi, je trouve que la Banque centrale est très prévoyante vis-à-vis des IMF. Très bien, merci. Mais j'ai encore une autre question. Donc, on veut savoir, vu la volatilité de l'épargne dans les IMF, quels impacts aura le calcul du VaR? Oui, donc par rapport au calcul du VaR, donc comme je l'ai dit dans ma recommandation, il faudrait vérifier régulièrement les calculs du VaR parce qu'on doit voir, par exemple, actuellement, on sait que les risques des marchés les plus présents, c'est les risques d'échange. Donc, on a la devise qui doit être régulière, surveillée régulièrement. Donc, la fluctuation doit être vérifiée régulièrement et c'est même dans ligne des instructions de la Banque centrale. Donc, de pouvoir vérifier les positions d'échange. Ah, très bien. Puisqu'on parle de change, j'ai une question pour Hugues. Comment une institution, donc merci Esther, comment une institution peut-elle gérer les risques de change face à la dépréciation du franc congolais? Merci Alexandra. Peut-être que je commence par expliquer aux uns aux autres ce risque de change-là. J'avais donné la définition pendant ma présentation. Je voudrais simplement rappeler que nous avons en RDC 3 monnaies qui circulent. Nous avons le franc congolais qui est la monnaie nationale, nous avons les dollars et nous avons l'euro. Si je reste sur les principales monnaies, aujourd'hui nous avons d'autres devises comme les ZAR, les yuan qui peuvent être aussi utilisés, mais je reste sur les 3 principales monnaies. La Banque centrale définit un principe. Il dit chaque institution financière doit être en mesure de connaître sa position de change. C'est quoi une position de change? C'est simplement la différence entre les avoirs et les engagements que vous avez par rapport à chacune de ces devises-là étrangères. Et ici, il est important de surveiller cette position de change et la mettre en relation avec la fluctuation du taux de change du CDF. Parce qu'on calcule ces positions par rapport à la devise nationale. Maintenant, je vais demander aux participants d'être un peu attentifs parce que ça va être un tout petit peu technique, mais je vais rendre ça un peu plus simple. Nous avons théoriquement 2 positions. Nous avons une position qu'on appelle une position courte, c'est-à-dire nous avons dans ce cas-là plus d'engagement que d'avoir dans une devise. Et nous avons ce que nous appelons la position longue, c'est-à-dire nous avons dans ce cas-là plus d'avoir que d'engagement dans une devise. Lorsqu'on a une position, je commence par la position courte, c'est-à-dire on a plus d'engagement, c'est-à-dire ce que nous devons devoir, que d'avoir ce qui nous appartient à nous dans une devise. Lorsque le franc congolais s'apprécie, c'est-à-dire on passe d'un taux de 2000 comme actuellement à un taux de 1900, une institution financière gagne de l'argent par rapport à la réévaluation de cette position. Donc un trésorier averti, lorsqu'il a une position courte et que le franc congolais gagne de la valeur, c'est-à-dire le taux passe de 2000 à 1900, ce trésorier est en train de gagner de l'argent, c'est ce que nous appelons les gains d'échange non réalisés, c'est-à-dire ce ne sont pas les opérations d'échange réalisées avec la clientèle. Par contre, lorsque le franc congolais se déprécie, c'est-à-dire on passe d'un taux de 2000 à 2100 par exemple, cette institution financière va perdre de l'argent avec cette réévaluation. Donc le rôle du trésorier dans ce cas précis sera de voir l'évolution du cours de change sur le marché. Est-ce que le franc congolais s'apprécie? Si le franc congolais s'apprécie, quelle est ma position de change? Est-ce que je suis en train de gagner ou de perdre de l'argent? La même chose pour la position longue, c'est le même exercice qui sera fait.
Lorsqu'on a une position longue et le fonds congolais s'apprécie, on perd de l'argent. Et si on a une position longue et le fonds congolais se déprécie, on gagne de l'argent. Dans une période de crise, il est conseillé d'avoir une position nulle. C'est-à-dire, on n'expose pas l'institution inutilement. On se rassure que le niveau d'avoir et des engagements que nous avons par rapport à une devise est la même. Au niveau de la RDC, il y a une particularité. Les trésoriers qui nous suivent comprendront lorsque je parlerai d'une position structurelle, parce que nous avons une réglementation qui nous oblige à garder le capital des institutions financières en francs congolais, ce qui fait qu'à chaque fois que le franc se déprécie, ce capital perd de la valeur. On passe par un mécanisme derrière maintenant de provision pour reconstitution du capital, un peu plus technique, dont je ne veux pas entrer trop dans les détails pour perdre les uns les autres. Et la réglementation permet à ce que cette perte que nous subissons sur le capital soit compensée par la réévaluation des actifs immobilisés à travers un mécanisme de réévaluation dont le taux est communiqué par le ministère des Finances. Ces hedging mécanismes, ce mécanisme de couverture permet aussi de pouvoir gérer cette position-là d'échange et atténuer les impacts. Généralement, les départements des trésoreries vont faire en sorte que lorsqu'on a une position structurelle importante avec le capital, c'est de pouvoir créer une position d'échange opérationnel assez longue pour convertir, parce que la loi et la réglementation permettent, convertir les éléments, le capital en monnaie étrangère pour préserver ce capital contre les fluctuations. Donc, il est question ici de suivre de près la fluctuation du taux de change, mais de surveiller aussi de très près la position opérationnelle et la position structurelle qui vient du fait qu'une bonne partie du capital est gardée en francs congolais. Ok, merci beaucoup Hugues. Il y a énormément de questions, mais je pense que c'est important quand même de respecter le timing. Donc, je prends une dernière question pour Philippe et je tiens, avant de la poser, de rassurer tous les participants que les questions sont récoltées et que nous prendrons le soin, bien entendu par le biais du FPM, d'apporter les réponses. Les intervenants pourront y répondre. Le FPM va compiler et cela vous sera transmis sous format de livret. Donc, nous allons clôturer ce moment avec une question pour Philippe. Philippe, après une crise comme celle que nous venons d'avoir, en fait, de vivre, dans l'hypothèse d'une seconde vague plus sévère, comment la prévenir? Quels conseils aurais-tu pour nos participants, pour les institutions financières en République démocratique du Congo? Oui, c'est une excellente question en effet, parce que bon, c'est pas seulement une seconde vague, mais en fait, malheureusement, nous ne sommes jamais protégés contre une autre épidémie. Hein. Ça peut être tout d'un coup, par exemple, je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être le scénario le pire, une épidémie d'Ebola à Kinshasa. Philippe, non, non, je préfère pas qu'on Oui, oui, mais la réalité des choses, la réalité des choses, c'est qu'il faut toujours être très, très vigilant. Donc, c'est important d'avoir des dispositifs en place, que toutes les institutions ont leur plan de continuité des activités, ce qu'on appelle le Business Continuity Plan, le BCP, pour pouvoir gérer ce genre de situation. Donc, immédiatement mettre en place des comités de crise qui gèrent la situation, savoir comment réagir face aux clients, proposer des décalages aux clients pour pas les mettre en difficulté aussi. Donc, simplement toujours être préparé au pire. Mais c'est le rôle d'un département de gestion des risques dans toute institution financière d'anticiper ce type de scénario. Le pire peut malheureusement survenir à tout moment. Et comme on travaille avec l'épargne de la population dans toute institution financière, on doit être particulièrement vigilant. Mettons, si un supermarché doit fermer ses portes, la population ne va pas trop souffrir. Quand une banque ferme ses portes, c'est grave. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec la BIAC. Donc voilà, la gestion des risques, c'est absolument essentiel. Voilà, il faut toujours garder en tête que quelque chose peut arriver. Le Covid,
je pense que c'est encore, disons, l'impact est réel, mais il pourrait y avoir des crises pires. Peut-être pas demain, mais dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Ok, merci beaucoup. Merci, chers intervenants, de vous être prêtés à l'exercice. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au public pour nous dire s'ils ont apprécié ce moment. Donc, je vais lancer le sondage afin de vous permettre de nous dire si vous avez apprécié ce webinaire, s'il a correspondu à s'il a répondu à vos attentes et comment vous avez jugé la qualité des interventions, l'interactivité. Donc, le vote est ouvert. Les conférenciers, vous pouvez également voter. Donc, nous sommes à 10% de personnes qui ont, presque 10% de personnes qui ont voté. Nous laissons le vote ouvert encore pendant 1 minute. Ah, ça monte vite, très bien, très très bien. Très très bien. Encore 1 minute, s'il vous plaît. 40% de personnes ont voté. Nous serons vraiment ravis d'avoir la majorité des personnes parce qu'on a bien vu que les tendances pouvaient s'inverser en fonction finalement du pourcentage de personnes votant. Nous avons 60% de personnes. Donc, dans quelques secondes, nous allons clôturer le vote. Nous allons mettre fin au vote. N'hésitez pas, communiquez-nous vos avis, c'est important. Ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de pouvoir refondre le format et simplement encourager également le FPM qui a mis en place cette plateforme dans un but de continuer à apporter son renfort finalement au secteur financier. Et c'est toujours intéressant d'avoir un feedback pour pouvoir se projeter finalement par rapport aux initiatives qui sont faites. Alors, nous allons atteindre 80% des votes. Je vais clôturer dans 10 secondes. Si vous avez encore envie de partager votre avis, faites-le. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je clôture. Un tout grand merci pour votre feedback qui est largement positif et qui est encourageant. Donc, la majorité ont vraiment apprécié le contenu qui a répondu tout à fait à leurs attentes. À côté de cela, les thèmes abordés ont été très intéressants et correspondant aux problématiques professionnelles vécues. Grand merci, chers intervenants, pour la qualité de vos prestations, car elles ont été largement plébiscitées. Et pour le reste, je tiens à confier la conclusion au FPM, donc par le biais de Gloire, qui a finalement un mot de la fin. Gloire, quel est ton mot de la fin? Je t'en prie. OK. Merci beaucoup, Alexandra. Merci aux intervenants et également aux participants. Nous avons appris beaucoup de choses dans ces webinaires. Il est vrai qu'on ne saura pas tout revenir, on ne saura pas revenir à tout, mais c'était uniquement les principes de base pour pouvoir permettre aux différentes institutions financières de savoir, de commencer une réflexion sur comment gérer cette période de crise. Philippe l'a bien dit que le coronavirus vient de passer, mais demain ou le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver encore. Donc, il est plus prudent pour toutes les institutions de pouvoir disposer d'un cadre de gestion des risques. Et Hugues l'a si bien dit que la gestion des risques est tout un processus qui part de l'identification, de l'évaluation, ainsi de suite. Donc, c'est très important pour chaque institution de pouvoir exploiter les différents éléments qui ont été évoqués ici pour pouvoir commencer cette réflexion sur la gestion des risques. Esther l'a bien dit qu'il faut nécessairement insérer également la partie réglementation. C'est très important de pouvoir respecter la réglementation, car très souvent, beaucoup de gens, quand on parle de la gestion des risques, ils veulent voir directement des outils sophistiqués capables de pouvoir faire des régressions logistiques, ainsi de suite. Ils oublient la base, même les fondamentaux qui constituent également, qui consistent à pouvoir respecter les équilibres des bilans, les équilibres ainsi que les normes prudentielles. Donc, c'est important pour
toutes les institutions de pouvoir considérer également l'aspect de la réglementation dans la gestion des risques. Et ce n'est qu'après qu'au niveau du deuxième niveau de gestion des risques que nous pouvons être capables de pouvoir élaborer des manuels, des outils, la cartographie, des scénarios, des stress ainsi que des prévisions. C'est ce que nous faisons au niveau du FPM au travers du Centre des compétences renforcement institutionnel que nous gérons. C'est ce que nous faisons. Nous mettons en place des cadres de gestion des risques dans les différentes institutions financières. Et durant cette période de crise, nous parcourons les différentes institutions partenaires pour mettre en place un cadre pour permettre de pouvoir suivre les risques, non pas de façon statique, mais également de façon dynamique, pour permettre aux différents décideurs et dirigeants de pouvoir prendre des mesures conséquentes. Donc, nous vous remercions encore pour votre participation et je remets à Alexandra la parole. Merci beaucoup, Gloire. Écoutez, nous avons parlé de 3 webinaires. Il y a un 4e qui est prévu, donc c'était la surprise. Save the Date, nous vous retrouvons le vendredi 2 octobre autour d'un dernier webinaire qui portera sur le thème secteur des assurances, impact de la crise sanitaire de la COVID-19 et opportunités du développement. J'aurai avec moi le plaisir d'avoir Serge Carène du cabinet du groupe Crédassure, mais également le DGA de SFA, Monsieur Patrice Boisbois, et également Madame Mami Kalunda, DG de Finca RDC. Ce fut un plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Gloire, d'avoir été à mes côtés. Merci aux intervenants pour la qualité des prestations, mais également les interventions et les réponses aux questions. On se retrouve dans à peu près un mois. Portez-vous bien et excellent week-end. Au revoir. Bye. Merci. Au revoir à tous.